En juin 2025, Donald Trump a pris la décision de bombarder l'Iran afin, je cite, de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Pour justifier de son action, il a aussi déclaré que l'Iran est le premier État soutien du terrorisme. Cette dernière déclaration n'est pas vraiment originale de la part d'un président des États-Unis d'Amérique. Ronald Reagan qualifiait l'Iran de sponsor du terrorisme international, George Bush aussi, ajoutant que c'était un État dangereux, Bill Clinton, pour lui, c'était un État voyou, sponsor du terrorisme, George W. Bush, axe du mal, soutien au terrorisme. Le maître mot, l'explication de tout. Bref, tous, avec des niveaux plus ou moins nuancés, ont vu l'Iran comme un passion du terrorisme, un danger pour leur sécurité. Pour comprendre, il faut d'abord comprendre l'histoire de l'Iran. Cet épisode fait suite au premier épisode sur l'histoire de l'Iran, qui traite de l'Antiquité jusqu'à la dynastie des Qajars et qui a régné jusqu'au début du XXe siècle. Je vous conseille donc fortement de le voir pour mieux comprendre celui-ci. Là qui est clair. Nous sommes donc arrivés à la période des Qajars, et bien qu'il y ait une situation stable à l'intérieur, les choses se compliquent pour l'Iran à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un autre acteur entre en scène, c'est la Russie. Alors jusque-là, depuis le XVIe siècle, la Russie avait de bonnes relations avec l'Iran, les deux pays s'associant pour contrer l'Empire ottoman, ce qui avait permis d'avoir une autre route commerciale pour contourner les territoires de l'Empire ottoman. Mais la Russie veut conquérir de nouveaux territoires. Une région en particulier l'intéresse, c'est le Caucase. La Russie, dans sa volonté expansionniste, va régulièrement entrer en guerre contre les dynasties Qajars. Ces différents conflits en donneront une multitude de traités qui, à chaque fois, redéfiniront les territoires du Caucase au profit de la Russie. C'est durant ces conflits que la Russie va commettre le génocide circassien, d'où près de 90% de la population totale a été tuée ou expulsée. C'est affreux. La Russie va donc conquérir quasi l'ensemble du Caucase aux dépens des Qajars. Mais les déboires des Qajars ne s'arrêtent pas au Caucase. L'Angleterre aussi a ses vues sur l'Iran pour sécuriser le passage vers l'Inde qu'elle est en train de coloniser. Après les conflits et les pertes de territoire, le quatrième shah de la dynastie Qajar, Nasser al-Din Shah, se retrouve avec un problème majeur. Quel problème? Financier. Financier exactement, puisque son pays est surendetté et ses dettes sont contractées auprès de pays comme l'Angleterre. Pour trouver d'autres sources de revenus, il va accorder à l'Angleterre en 1890 la concession du tabac pour un monopole sur sa production, sa vente et son exportation, en échange d'une somme annuelle non négligeable qui lui serait attribuée personnellement. Mais ce serait de la prévarication. Peut-être. Sauf que le grand ayatollah de l'époque, Mirza Shirazi, va émettre une loi religieuse interdisant le tabac. Alors, petite précision, dans la religion chiite duodécima, il y a un clergé, il y a donc une sorte d'échelle. En haut de cette échelle, il y a donc les ayatollahs, et encore au-dessus, le grand ayatollah, et pour finir, tout en haut, il y a le marja. Comme vous l'imaginez, on ne devient pas grand ayatollah facilement, et il est considéré comme ayant une très haute expertise, voire la plus haute compréhension de la religion. Et quand il y en a un, les pratiquants l'écoutent et suivent ses instructions. Donc quand le grand ayatollah interdit le tabac, cela a tout de suite un impact, et le tabac n'est plus une source de revenus très prometteuse. Le Shah va donc annuler le contrat, mais ce ne fut pas la fin des tentatives du Shah Nasser al-Din d'accorder des concessions. Il cédera plus tard la propriété des revenus douaniers iraniens ainsi que des droits exclusifs sur de nombreuses ressources à un Anglais, Paul Julius Reuters. Dans les affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Tout à fait, sauf que dans ce cas, c'est pas très discret, et quand la Russie l'apprend, là aussi, le Shah fut contraint de modifier le contrat sur leur pression. Alors malgré tout, le contrat accordait toujours à Reuters un contrôle précieux sur le secteur bancaire et minier iranien. Alors cette histoire aura deux impacts. Le premier, les Shahs Qajars vont comprendre que le clergé chiite peut agir sur leur politique. Et le deuxième, c'est que la population va soupçonner les Shahs de vouloir brader leurs ressources du pays pour leur intérêt personnel, surtout que le pays continue d'emprunter et d'augmenter sa dette, ce qui amènera à l'assassinat du Shah. Tué par qui? Par un certain Mirza Reza Karmani, un adepte d'une idéologie islamique. Le cinquième Shah Qajar continue dans la même lignée que son prédécesseur. Il donne en 1901 la concession de forages pétroliers pour 60 ans à une compagnie britannique. Cette accumulation de concessions cédées aux étrangers, le surendettement du pays, les mauvaises récoltes en plus de ces années-là, tout ceci va attiser la colère du peuple, et en 1905, ça éclate. Mais qu'est-ce que c'est, une révolte? Non, sire. Une révolution. Oui, et une révolution à la fois pro-démocratique et aussi anti-impérialiste anglo-russe. Alors comme toutes les révolutions, ça ne va pas se faire en 5 minutes, et elle ne sera pas sans violence. Car si en 1906, l'Iran se dote d'une constitution avec un parlement, en accord avec le Shah,
Il meurt en 1907 et laisse sa place à son fils Mohamed Ali. Et alors? Et bien lui, il est farouchement opposé à toute idée de démocratie. Les Russes, qui sont d'ailleurs favorables au retour à la dictature, vont soutenir ce nouveau Shah par l'intermédiaire de la brigade de Cosaques persanes, un corps d'armée élite iranien créé, formé et surtout dirigé alors par des officiers russes. Le pays rentre en guerre civile. La Russie et l'Angleterre profitent de la situation pour imposer la signature en 1907 du traité tripartite qui divise l'Iran en zones d'influence. Le nord, dont Téhéran, est sous la zone d'influence politique russe, le sud-est, limitrophe de l'Inde, est dans la zone d'influence anglaise, et le reste est une zone neutre. En 1908, après 7 ans de recherche, apparaît le premier gisement de pétrole qui donne immédiatement des rendements exceptionnels. Exploité alors par la compagnie anglaise Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra la célèbre British Petroleum, ce qui rend l'Iran encore plus important pour l'Angleterre. En avril 1912, les troupes russes, dans leur chasse anti-impérialiste, bombardent le sanctuaire du 8e imam chiite. Ils ne respectent même pas la religion. Ce qui, comme vous en doutez, va accroître le sentiment anti-russe. Alors finalement, cette révolution constitutionnelle va échouer et le Parlement va se dissoudre, mais laissera un héritage profond. Après, la Première Guerre mondiale arrive, et bien que l'Iran souhaite être neutre, le pays devient une zone de conflit entre l'Angleterre, la Russie et l'Empire ottoman. Cette présence d'armées étrangères marquera grandement la population, puis à ce problème s'ajoutera une terrible famine qui va s'abattre sur l'Iran en 1917. L'économie du pays est juste catastrophique. La révolution bolchevique en Russie en 1917 change la position de la Russie qui, si elle n'a plus de vue impérialiste, souhaite importer le communisme dans la région, ce qui inquiète l'Angleterre qui souhaite étendre son influence. En mars 1921, un coup d'État est réalisé par un certain Tabatabai, un ancien de la révolution constitutionnelle, avec l'aide d'un autre certain Reza Khan, commandant de la fameuse brigade de Cosaques persanes, forte d'environ 2000 soldats aguerris. Un très bon soldat. Le coup d'État soutenu par l'Angleterre se fait facilement sans réelle opposition. Alors au départ, Reza Khan est juste le bras armé de Tabatabai, mais il l'écarte rapidement pour prendre sa place en tant que chef du gouvernement et finalement décide de se faire couronner Shah le 25 avril 1926. C'est tout de même une chose éblouissante de pouvoir. Il prend le nom de Reza Shah Pahlavi, créant ainsi la dynastie Pahlavi. Alors, pour assurer sa succession, il envoie son fils aîné Mohamed Reza faire ses études en Suisse. Reza Shah est un grand admirateur de Mustafa Kemal. D'ailleurs, à l'annonce de sa mort, le 10 novembre 1938, Reza Shah décréta que ce jour est un jour de deuil national en Iran. C'est le plus grand hommage. Il veut moderniser le pays en s'inspirant des réalisations de Mustafa Kemal en Turquie. Il veut développer l'industrie, souhaite cesser les ingérences britanniques et russes, rendre le pays laïque. Il fait d'ailleurs interdire le port du voile dans les lieux publics, à l'exception des monuments religieux. En 1928, il indemnise les Britanniques contre la nationalisation de l'émission des billets de banque, après avoir créé la Banque nationale d'Iran. En 1935, il fait notifier aux pays étrangers de ne plus utiliser le nom perse, que la plupart utilisent encore diplomatiquement, mais celui d'Iran, non utilisé par la population iranienne. C'est à ce moment que, pour les Occidentaux, la Perse devient officiellement l'Iran. S'il réalise en partie ses ambitions, il devient aussi de plus en plus autoritaire. Et tout ça ne serait rien si la guerre n'était pas arrivée, mais on ne peut pas tout prévoir. Et oui, effectivement, la Seconde Guerre mondiale arrive, et bien que Reza Shah souhaite rester neutre, l'Iran se retrouve entouré de pays antagonistes. L'Empire des Indes britannique à l'est, l'Irak, protectorat de fait britannique à l'ouest, et surtout, l'Union soviétique au nord. Alors après son refus que les Alliés puissent utiliser l'Iran comme corridor entre l'Angleterre et la Russie, en août 1941, les Alliés décident d'envahir militairement l'Iran. Pour calmer leurs ardeurs, le Premier ministre Mohamed Ali Forouri a l'idée d'abdiquer Reza Shah Pahlavi, qu'il s'est perdu, en faveur de son fils Mohamed Reza éduqué à l'occidental. Voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà quelqu'un de lucide. Ce petit coup de passe-passe fonctionne. De plus, par la suite, par chance pour l'Iran, les États-Unis entrent dans la guerre et leur président Franklin Roosevelt fait savoir que les Américains viendront aussi en Iran, mais qu'ils s'engageront à défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. Après la guerre, les relations donc entre l'Iran et les États-Unis ne vont cesser de se développer, ce qui permet d'ailleurs d'obtenir que les armées soviétiques de Staline quittent l'Iran. Mohamed Reza Shah souhaite continuer la modernisation de son pays et est plutôt, à ce moment-là, favorable à certains éléments démocratiques. Il est le chef de l'État, certes, mais selon la constitution iranienne, le parti majoritaire au Parlement choisit son Premier ministre et c'est lui qui fait passer les lois.
En 1951, le Parlement nomme un nouveau Premier ministre, c'est Mohamed Mossadegh, qui décide, lui, de nationaliser le pétrole iranien. Les Anglais sont furieux. Il y a comme de quoi? Les tensions entre les deux pays sont à leur maximum, sauf que Mossadegh est de gauche et on le dit même communiste. Or, c'est l'époque de la guerre froide, les États-Unis, l'Angleterre, l'armée iranienne et surtout le clergé chiite voient tous en Mossadegh une menace, un agent de Moscou. Un meneur, un salopard d'extrême gauche, maître avant Dieu et tout le Bataclan. C'est sûr qu'ils en ajoutent un maximum. Et donc, quand en 1953, le conflit arrive entre le Shah et Mossadegh, cela conduit à une intervention coordonnée d'acteurs iraniens et étrangers, notamment américains et britanniques, qui organisent et instrumentalisent des manifestations contre le Premier ministre. Ces actions contribuent au succès du coup d'État du 19 août 1953, à l'issue duquel Mossadegh est renversé, arrêté et placé en détention. À la suite de ce renversement, le Shah prend le contrôle du pouvoir. Un consortium pétrolier international est alors mis en place, garantissant à l'Iran 50% des bénéfices, sans toutefois lui accorder un contrôle effectif sur son pétrole. Les revenus générés permettent au régime du Shah de financer une modernisation ambitieuse, alphabétisation, industrialisation, développement des infrastructures. Ce sont les premiers pas vers ce que nous pourrions appeler une évolution par paliers. Un niveau est franchi dans l'année 1960 dans le cadre de la Révolution blanche, une série de réformes à grande portée dont l'amélioration des droits des femmes, comme le vote, le développement des universités, mais le clergé chiite est en désaccord avec certaines lois, soit pour des raisons d'intérêt financier, soit pour des raisons de contradiction aux traditions religieuses. Ils sont à cheval sur les principes. De plus, le fait que le Shah ait le pouvoir absolu crée aussi des contestations. Mais Mohammad Reza Shah voit le clergé chiite comme des religieux extrémistes réactionnaires et tout autre contestataire comme des communistes à la solde de Moscou. Il utilise donc, dans les deux cas, la répression. En 1964, il expulse même l'ayatollah Khomeini. L'autorité devient ni plus ni moins de la tyrannie. Les États-Unis le soutiennent, préférant un bon dictateur allié à leur cause qu'un opposant élu démocratiquement. Israël aussi, entouré de pays musulmans sunnites, voit en Iran un allié crucial. Les deux pays vont fortement être présents en Iran, mais surtout participent et aident le Shah dans sa répression de l'opposition. Une répression qui devient de plus en plus féroce. En même temps, si le progrès réel sont dans les villes comme à Téhéran, dans les campagnes, la population vit dans des conditions d'un autre temps. C'est pire qu'au Moyen-Âge. Une dichotomie de plus en plus flagrante à laquelle s'ajoute une corruption importante. En février 1979, c'est la révolution. Malgré leurs profondes divergences idéologiques, de nombreux courants d'opposition, islamistes, nationalistes, libéraux et mouvements de gauche, convergent provisoirement autour de l'ayatollah Khomeini, figure centrale de la contestation. La mobilisation populaire aboutit à l'effondrement du régime impérial, tandis que le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, avait déjà quitté l'Iran un mois avant. La révolution iranienne triomphe, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, et quelques jours après, il invite Yasser Arafat, leader de l'Organisation de libération de la Palestine en Iran, et transforme l'ambassade israélienne à Téhéran en ambassade palestinienne, ce qui évidemment sera très mal vu par Israël. Le Shah s'est réfugié aux États-Unis, la jeunesse révolutionnaire voit alors les États-Unis comme des ennemis de la République, ils envahissent l'ambassade des États-Unis et prennent en otage une cinquantaine de diplomates et exigent un échange avec le Shah qu'ils souhaitent juger en Iran. Inconscient de jeunesse. Bien que surpris, l'ayatollah décide de leur donner son soutien. Cette crise durera plus d'1 an avant que les otages puissent finalement rentrer. Ce qui marquera profondément les Américains et ce qui sera aussi une des raisons de la perte des élections de Jimmy Carter à la présidence des États-Unis, vu alors comme un président faible. À partir de ce moment-là, les relations entre les États-Unis et l'Iran ne cesseront d'être compliquées. L'Iran devient la République islamique d'Iran. Les pays du Golfe, dont les dirigeants sont sunnites, sont rapidement opposés au régime de Khomeini. L'Irak, dirigé à l'époque par Saddam Hussein, décide, fin 1980, de déclarer la guerre à l'Iran. Il est soutenu par le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc., qui lui accordent d'énormes prêts financiers pour la guerre. Si officiellement cette guerre apparaît comme religieuse, sunnite contre chiite, en réalité c'est tout simplement que les monarchies du Golfe, voyant le peuple iranien renversé, leurs souverains se disent que cela est un très mauvais exemple à donner à leur peuple. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais contre toute attente, l'Iran résiste et la guerre s'enlise. Alors qu'au départ, l'ayatollah Khomeini se refuse d'exploiter le pétrole par idéologie, les besoins financiers de l'Iran vont rapidement le faire changer d'avis. Pétrole, qui encore de nos jours est une part importante du budget de l'État iranien. La guerre Iran-Irak durera 8 ans, ce qui donnera même à l'ayatollah une légitimité. Khomeini instaure alors une théocratie de plus en plus autoritaire, évinçant toutes les autres idéologies politiques.
Si le Parlement continue d'exister et ses membres d'être élus, cela doit être en accord avec la nouvelle institution, le Conseil des gardiens de la Constitution, qui, soi-disant, valide ou non leur conformité avec l'islam. Inutile de vous dire qui est validé, qui ne l'est pas. On se fout du peuple, voilà. C'est vrai que c'est plus vraiment démocratique. En 1982, l'armée israélienne envahit le Liban pour en déloger les combattants de Yasser Arafat, l'OLP. Ce faisant, les combats font des victimes chez les civils, dont les chiites du sud Liban. Pour se venger, est alors créée une organisation paramilitaire, le Hezbollah, qui organise une série d'attentats suicides contre les forces israéliennes d'une extrême violence. La rage a tourné au délire. Le délire à la folie. Dès sa création, l'Iran s'engage pour les soutenir. Il demande et obtient l'aide de la Syrie, dirigée à l'époque par Hafez el-Assad, de religion alawite, un courant issu du chiisme. Et de cette coalition, on parlera du croissant chiite, auquel s'ajoutera les Palestiniens du Hamas. L'Iran n'aura de cesse de soutenir le Hezbollah et le Hamas dans leur organisation d'attentats. Cruauté humaine. Les États-Unis et la France décident de soutenir et de vendre des armes à l'Irak, comparant même à l'époque Saddam Hussein à David contre Goliath. Les tensions alors ne cessent de s'accroître entre l'Iran et les États-Unis. En juillet 1988, un croiseur américain, patrouillant dans le golfe Persique pour sécuriser la route des tankers pétroliers irakiens, abat par erreur un vol commercial d'Iran Air, tuant 290 civils iraniens, dont 66 enfants. Un autre traumatisme pour les Iraniens, d'autant qu'aucun des militaires américains impliqués ne seront condamnés. Avoue que tout ça est bourré d'injustice. La guerre Iran-Irak s'achève le 20 août 1988. En 1989, l'ayatollah Khomeini meurt et c'est l'ayatollah Khamenei qui devient le guide suprême de la révolution, c'est-à-dire concrètement le chef de l'État. En 1990, l'Irak étant ruiné par la guerre, demande aux monarchies du Golfe d'éponger sa dette, ce que le Koweït refuse. Saddam Hussein décide alors d'envahir le Koweït. Les Américains réagissent et interviennent, c'est la première guerre du Golfe. L'Iran tend alors la main aux États-Unis en les laissant utiliser leur espace aérien, mais cela reste sans réponse. Au contraire, en 1995, les États-Unis décrètent un embargo financier et commercial contre l'Iran. En juillet 1999, un mouvement important étudiant éclate à Téhéran pour protester contre les restrictions imposées à la presse et le blocage des réformes politiques. Le mouvement est alors violemment réprimé par les forces de sécurité du régime. Pour toutes les causes justes, il y a des martyrs. Mais alors que les Américains continuent de dénoncer la menace de l'Iran chiite, le 11 septembre 2001, la plus grande attaque terroriste est orchestrée par une organisation terroriste sunnite dirigée par Oussama Ben Laden. Les représailles seront immédiatement appliquées selon les lois de la guerre. Les représailles, oui. Après, le respect des lois, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, les États-Unis décident alors d'envahir l'Afghanistan, dirigé par les talibans fondamentalistes sunnites, qui soutiennent et hébergent Oussama Ben Laden. Là encore, l'Iran tend la main aux Américains et leur apporte son soutien avec les forces chiites afghanes. Il participe même à l'élaboration du nouveau régime et de la nouvelle constitution afghane. Mais George W. Bush décide d'ignorer cette main tendue et fait son fameux discours sur l'axe du mal dans lequel il inclut l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Il est fascinant de conneries. Pire, il décide d'envahir l'Irak. L'Iran, persuadé qu'ils seront les prochains sur la liste, décide alors d'accélérer son programme nucléaire, initié depuis 1996 avec l'aide de la Russie. En mars 2009, apparaît un espoir. Le président Barack Obama tend la main à l'Iran et lance des négociations. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Tout cela va aboutir sur l'accord du nucléaire de 2013. L'Iran accepte de ne pas se doter de l'arme nucléaire et d'avoir un nucléaire uniquement civil, en échange de la levée des sanctions économiques. Ce qui arrange aussi le régime iranien, car en juin 2009, des manifestations ont lieu, marquant le début du mouvement vert, là encore violemment réprimé. L'accord donne l'espoir à la population, mais cela, malheureusement, ne sera qu'une parenthèse. Mais dans la vie, vous savez ce que c'est, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Et oui, car l'arrivée de Donald Trump au pouvoir change la donne et il décide de se retirer de l'accord iranien. L'Iran s'enfonce alors dans un régime encore plus conservateur. L'arrivée de Joe Biden ne changera plus la position iranienne, qui refuse de renégocier. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et s'enlise. Pour des raisons d'intérêt commun, l'Iran et la Russie nouent des relations militaires, mais qui ne sont pas du goût de tout le monde en Iran, en raison de l'historique de ces deux nations. Et pour cause. En septembre 2022, la mort d'une étudiante irano-kurde tuée par la police des mœurs a provoqué des manifestations d'abord à Téhéran, puis dans l'ensemble du pays. Le régime arrive finalement à étouffer la révolte par la répression dont des pendaisons.
mais il en sort fragilisé. La suite, vous la connaissez, le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas en Israël, puis l'invasion de Gaza par l'armée israélienne, bref, une série d'événements qui mènera à la guerre des 12 jours, à laquelle l'Amérique de Donald Trump décide de participer en bombardant l'Iran. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous suggère les livres de Clément Terme, dont Téhéran, Washington, 1979-2025. Alors Clément Terme est reconnu comme l'un des grands spécialistes de l'Iran. Vous trouverez d'ailleurs facilement ses conférences, que je vous conseille aussi. J'en profite à nouveau pour le remercier chaleureusement, car il a gentiment accepté de collaborer à l'écriture de ces 2 vidéos sur l'histoire de l'Iran. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Kenavo.